Merci. Merci. Quel accueil dans ce temple des arts et de la culture. Quelle magie avec vous on arrive à opérer ici. C'est ici qu'est né l'art du trapèze volant en 1859. Cet art magnifique où on voit des hommes et des femmes voler dans les airs, se rattraper toujours et qui nous font rêver parce qu'on a les yeux toujours en l'air et ils nous émerveillent. Eh bien oui, nous garderons toujours les yeux en l'air et nous resterons émerveillés parce que nous sommes gorgés d'espoir et si nombreux aujourd'hui. Quel chemin parcouru! Quel chemin parcouru! Elle est là la force, elle est là la surprise, c'est vous. Quel bonheur de se retrouver si nombreux, si rassemblés et même à 31 jours de ce scrutin, si rassemblés avec un mouvement, une mobilisation qui s'élargit. C'est un vrai plaisir ce soir, vous venez de les entendre, de se retrouver en étant encore plus nombreux et de se retrouver ici à côté de Pierre Laurent, des parlementaires communistes, de retrouver Marie-Noëlle Lienemann, Emmanuel Morel, les militants de GRS, les amis d'Arnaud Montebourg, de retrouver Jean-Luc Laurent et les militants du MRC, les militants aussi de la nouvelle gauche socialiste. Nous avons créé, rassemblé et nous sommes aujourd'hui tous unis. Quel chemin parcouru! Je sais que vous toutes, vous tous, qui avez fait le choix ces derniers jours de faire ce bout de chemin ensemble, que je souhaite le plus long possible et le plus victorieux. Je sais que votre engagement constant au service d'une gauche sociale, d'une gauche républicaine, laïque, sincèrement au service du peuple, je sais que cet engagement-là est important pour vous et que nous nous retrouvions ensemble ce soir, je vous le dis, ça m'honore particulièrement. De nous retrouver ensemble ce soir, ça crée l'événement et c'est important à 30 jours de ce premier tour. Je sais les valeurs qui vous animent et je sais aussi combien ils sont nombreux, celles et ceux qui franchissent ce pas et rejoignent cette belle mobilisation pour la France des jours heureux. L'affluence de ce soir montre à quel point cette dynamique monte en puissance. Ici, dans cette salle ultra-comble, et dehors aussi, je les salue et je viendrai vous voir. Bravo! C'est incroyable. Ça change. Les jours heureux, voilà ce qui nous rassemble. Cet espoir nouveau que nous voulons porter ensemble pour notre pays, pour le monde du travail, pour toute la gauche. Les jours heureux et les jours de paix. Oui, il faut oser parler de paix, oser l'exiger pour pouvoir la faire gagner. Les Français sont particulièrement inquiets. Les Français, tous les habitants des pays d'Europe, dans le monde entier, les Français sont inquiets. Ils voient tous les jours la guerre à la télévision et ils voient aussi la guerre arriver dans leur porte-monnaie. Il y a ceux, bien sûr, qui vous diront, ils commencent à le dire, ça va être dur, ça va être très très dur et ça va être long, très très long. Et il va falloir accepter de nouveaux sacrifices. On la connaît, cette chanson. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que certains, au débeauté, vous annoncent dans une interview, va falloir faire la retraite jusqu'à 65 ans, à partir de 65 ans. Il y en a d'autres, mais pas que. Je donne pas de nom, je balance pas. Il y en a d'autres qui vous prédisent déjà, pour vous préparer psychologiquement, à 1 litre d'essence à 3 €. Il y en a qui vont vous demander même,
en solidarité avec l'Ukraine, de baisser votre chauffage de 2 degrés, comme s'ils ne savaient pas qu'on l'avait déjà baissé, notre chauffage, parce qu'on n'a pas de quoi payer l'électricité et le gaz. Oui, il y en a qui nous préparent à la guerre et qui préparent les esprits à la guerre et à beaucoup de sacrifices. Et puis, il y a ceux qui veulent à tout prix préparer la paix, qui veulent la paix. La paix d'abord, la paix avant tout, la paix plus que tout et pour tout le monde. Nous sommes, nous, de ce camp-là. Nous voulons une France qui choisisse ce camp, le camp de la paix. Nous sommes de ce camp-là, celui qui choisit le camp de la paix, qui choisit de protéger les Français aussi des profiteurs de guerre, des spéculateurs, et nous protéger des horribles lois du marché dont on voit les conséquences aujourd'hui. Nous sommes de ceux qui veulent nous protéger, de ceux qui spéculent sur la hausse du blé, sur la hausse du prix du gaz et du pétrole. Oui, nous voulons des jours heureux, des jours de paix pour tous nos concitoyens. Et pour cela, ce que nous voulons, c'est protéger le pouvoir d'achat des Français, protéger nos emplois, protéger les salaires, protéger les retraites et dire stop à la hausse des factures. C'est plus que toujours d'actualité. Ce que nous voulons aussi, c'est de tout faire pour retrouver notre souveraineté alimentaire, notre souveraineté industrielle, notre souveraineté énergétique, car on voit aujourd'hui combien tout cela, ça nous manque tellement pour faire face à cette guerre. Alors oui, nous sommes résolument du camp de la paix. Nous voulons oser la paix partout, parce que oser la paix et y croire, c'est dire comme Aragon qu'il faut continuer de croire au soleil quand tombe l'eau. Le programme des Jours heureux fait référence au si beau programme du Conseil national de la résistance, élaboré en pleine Seconde Guerre mondiale. Ils étaient 16 hommes issus de différentes sensibilités politiques et syndicales. Et pendant qu'ils s'engageaient dans la résistance, la mitraillette à la main, en même temps, avec leur stylo, ils écrivaient le programme des Jours heureux entre mai 1943 et mars 1944. Lorsqu'ils rédigeaient ce programme des Jours heureux, lorsqu'ils imaginaient la France qu'ils rêvaient pour leurs enfants, le territoire français était encore occupé. Les souffrances étaient là. Les nazis se déployaient sur notre sol. Le régime de Pétain collaborait. La police de Vichy nous persécutait. Et pendant ce temps-là, les 16 membres du Conseil national de la résistance dessinaient, eux, l'avenir pour mieux combattre au présent. Et en chacun d'entre eux se nichait en fait une espérance folle, cette fois en un monde meilleur, alors que la France était occupée. Et nous ne serions pas capables d'écrire et de faire vivre un programme des Jours heureux du XXIe siècle. Nous renoncerions. Mais bien sûr qu'il faut y croire et se battre encore, et plus que jamais. Parce que c'est cet espoir-là, cette volonté de faire vivre ce programme des Jours heureux qui les a rendus si forts, si vaillants. Et c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Alors, résolument, nous disons que nous ne combattons pas en broyant du noir. Plus que tout, on veut croire au soleil quand tombe l'eau. Et je vous annonce ce soir la constitution d'un CNR du XXIe siècle, un Conseil national pour la République qui va se réunir et qui va y travailler. Nous avons cette même ambition pour la France, pour l'Europe
pour le monde. Ce CNR, ce Conseil national pour la République, se réunira la semaine prochaine. Il rassemblera des personnalités militantes, politiques, syndicales, qui, dans leur diversité, font le choix de s'engager sur ce beau programme des jours heureux que nous continuerons d'élaborer, d'écrire et de faire vivre en tenant compte de l'actualité que nous vivons en ce moment. Ce Conseil national pour la République montrera aussi toute la diversité du rassemblement que nous sommes en train de construire. Il fera vivre, oui, l'espoir pour le monde du travail, l'espoir d'une gauche sincèrement au service du peuple, au service de la paix, pour le pain, pour la liberté. C'est encore d'actualité. Est-ce qu'on aurait imaginé un seul instant que nous pourrions reprendre ce slogan pour la paix, pour le pain et pour la liberté? Et pourtant, oui, c'est toujours d'actualité. Oui, pour la paix, parce que la paix aujourd'hui est d'une urgente nécessité. L'urgence, c'est d'obtenir d'abord un cessez-le-feu et un retrait des troupes russes d'Ukraine. Parce que Poutine a littéralement bafoué les règles élémentaires du droit international. Il s'est attaqué à l'intégrité territoriale d'un État. Il s'est attaqué à sa souveraineté, à la souveraineté de l'Ukraine. Alors, j'entends, y compris des journalistes, ou naïfs ou pas, qui découvrent la couleur politique de Poutine, qui découvrent ce serviteur zélé des oligarques. Poutine est un homme de droite, c'est un libéral, ultra-libéral, conservateur, nationaliste. Il a privatisé à tour de bras et vendu les intérêts stratégiques du peuple russe, de son pays. Il les a bradés et vendus à des oligarques qui se goinfrent depuis tant d'années sur le dos du peuple russe. Poutine, c'est aussi le compagnon de l'extrême droite européenne et française, et même le grand argentier des extrêmes droites européennes et françaises. Ah, ils n'ont pas honte, eux. Même Marine Le Pen a été obligée de mettre des millions de tracts au pilon parce qu'elle était fière de s'afficher avec Poutine en train de lui serrer la main. Et voilà que la guerre a éclaté. Voilà la réalité de la couleur politique de Poutine. Poutine a fait le choix de s'engager dans une guerre meurtrière. Meurtrière pour beaucoup de gens et pour la population civile. Et en cet instant, je voudrais penser à ceux qui ont subi ces bombes, à ceux notamment qui ont subi ces bombes tombées sur un hôpital pédiatrique pour enfants. Oui, cela doit être jugé par la Cour pénale internationale à La Haye. C'est l'horreur, c'est de l'ignominie. C'est bien pourquoi les sanctions doivent s'appliquer. Elles doivent être fortes et suffisamment puissantes contre Poutine et les oligarques russes pour les dissuader de s'entêter dans cette voie criminelle qui est la leur. Notre objectif commun à tous, il est là. C'est celui d'obtenir rapidement, le plus rapidement possible, un cessez-le-feu, protéger les populations civiles et bien sûr obtenir le retrait des troupes russes d'Ukraine. Pour cela, je vous le dis à vous aussi, mais je sais que je n'ai pas besoin de vous convaincre. Pour cela, toutes les mobilisations seront utiles. Et je le dis aussi à l'échelle de l'Europe, à l'échelle du monde. Nous devons être le plus unis possible. Tous les peuples, tous les États, toutes les nations, quelles que soient nos différences, quelles que soient même nos querelles passées, soyons le plus unis possible pour exiger ensemble le cessez-le-feu en Ukraine et la protection des civils. C'est ça l'urgence. Mettons de côté les querelles.
Demandons à Poutine de partir. Il n'y a que ça qui doit nous rassembler aujourd'hui. Et je veux redire ici, en votre nom, que notre solidarité est totale avec les populations ukrainiennes. Je voudrais saluer toutes les initiatives qui sont prises pour récolter des dons et les envoyer en Ukraine. Je voudrais saluer le journal L'Humanité, sa rédaction et son directeur, qui font le choix de recueillir des dons et de les verser au Secours populaire français et aux familles ukrainiennes qui en ont besoin. Bravo au journal de Jaurès. Heureusement que vous êtes là. Bravo. Notre solidarité est totale avec les Ukrainiens qui fuient la guerre et bien sûr, tout doit être fait pour que l'ensemble des pays d'Europe créent les conditions de les accueillir dignement. Comme nous devons d'ailleurs, tous les pays d'Europe, créer les conditions d'accueillir toutes celles et ceux qui fuient la guerre, qui fuient les catastrophes climatiques. Comment peut-on imaginer de les trier ? On ne peut pas trier des exilés, des familles qui fuient la guerre, qui fuient les catastrophes naturelles, parce que la souffrance ne se trie pas, parce que nos valeurs, c'est l'humain, et que les êtres humains ne se trient pas en fonction de leur couleur ou de leur religion. C'est tout simplement ça. Vous imaginez un petit peu celles et ceux qui, il y a encore quelques semaines, disaient qu'il fallait construire des murs aux frontières de l'Union européenne, de Pécresse à Zemmour en passant par Macron. Ils ont tous dit ça. Ils vont faire quoi aujourd'hui pour les trier? Ils vont dire les Noirs et les Arabes à gauche, les Blancs à droite, les musulmans à gauche, les chrétiens à droite. Mais c'est une ignominie, c'est insupportable d'imaginer la solidarité internationale en fonction de la couleur de sa peau ou de sa religion. Et puis, franchement, sur 47 pays du Conseil de l'Europe, 47 pays, l'Europe, le continent européen, 47 pays, les lieux ne manquent pas pour les accueillir, y compris en France, en les logeant dans les superbes villas des oligarques qu'ils ont sur la Côte d'Azur ou dans les stations de ski. Au moins, ça servira à quelque chose. Ils les occupent qu'une semaine par an. Ça va, ouais. Oui, l'heure est à la solidarité. Et la solidarité aussi avec toutes celles et ceux qui se mobilisent pour la paix dans le monde. Et ils sont nombreux. Et je voudrais saluer ici aussi, penser à eux, ceux qui se mobilisent pour la paix en Russie, les Russes du monde, en Russie, en Europe, en France, qui se mobilisent contre Poutine pour la paix avec courage, avec force, qui subissent la répression. Ils sont avec nous, nous leur tendons la main. Ce sont nos frères de paix, nos sœurs de paix. Et avec eux, nous crierons stop à la guerre. Nous devons être en solidarité totale avec tous les pacifistes russes qui se mobilisent dans le monde. Et surtout, nous devons dire pas de racisme anti-russe. Ce serait terrible dans cette période. Je voudrais en profiter pour rendre honneur aux journalistes qui exercent leur travail dans de terribles difficultés là-bas, mais aussi aux journalistes qui, en Russie, vaille que vaille, tentent d'informer et d'exercer dignement leur métier. Je peux vous dire que ça ne doit pas être simple pour eux, parce que c'est ou parler et être censuré, ou continuer de travailler, mais de ne pas pouvoir dire tout ce qu'ils peuvent dire. Oser la paix, c'est engager cette solidarité dans le monde pour le peuple ukrainien et pour le respect de sa souveraineté pleine et entière. C'est donc tout faire pour isoler Poutine diplomatiquement, politiquement, économiquement. C'est engager un vrai bras de fer pour obtenir le cessez-le-feu, le retrait des troupes. Oser la paix, c'est tout ça. C'est réussir à exercer les pressions les plus fortes contre Poutine
Mais bien sûr, sans engager la France, ni l'OTAN, ni d'autres pays dans une guerre qui mettrait l'Europe à feu et à sang. C'est ça, oser la paix. C'est exercer toutes ces pressions, mais ne pas mettre le doigt dans l'engrenage d'une guerre qui ferait qu'après, c'est le corps entier qui se fait happer. Nous ferons tout pour faire céder Poutine. Demain, à l'Élysée, avec vous, avec l'ensemble des forces politiques, syndicales, nous ferons tout pour faire céder Poutine. Nous ferons tout pour être solidaires du peuple ukrainien. Nous ferons tout pour éviter une escalade guerrière, meurtrière, que nous ne voulons pas pour tous les peuples d'Europe. Car la paix est notre seul horizon. Alors tous ensemble, crions « Stop à la guerre ! Stop à la guerre ! Stop à la guerre ! Stop à la guerre !» Et je vais aller le dire avec ceux qui sont dehors pour partager aussi avec eux un moment de cette soirée. Je reviens après, hein, me suivez pas. Hein. J'arrive. Stop à la guerre! 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 Oui, la paix est notre seul horizon et je voulais partager aussi avec vous ce moment de cette soirée si important. Merci d'être venus, merci d'être présents ce soir et d'avoir su patienter et je passerai un moment avec vous dans cette soirée. Oui, tous ensemble. On va penser à fermer le bar là-bas. Tous ensemble, nous voulons crier stop à la guerre. La paix, nous la voulons pour toutes les familles d'Ukraine, pour toutes les familles d'Europe, pour toutes les familles françaises, pour les travailleurs, pour la jeunesse de tous ces pays. Bien sûr, tout le monde ne partage pas cet objectif. Il en est même qui, au contraire, aujourd'hui, se frottent les mains. Ils guettent la guerre comme une opportunité économique pour s'en mettre plein les poches. Je pense, comme vous, bien sûr, aux profiteurs de guerre. Écoutez celle-là. Il fallait la lire dans le journal Les Échos du lundi 7 mars. Écoutez. Le titre, rien que le titre. Les valeurs refuges en cas de guerre nucléaire. Ils osent tout, hein. C'est à ça qu'on les reconnaît. Je cite le début de l'article. En cas d'attaque nucléaire et de destruction d'une partie de l'humanité, c'est réel, hein, quels actifs pourront jouer le rôle de valeurs refuge? Et donc j'en ai appris une bonne que je vous donne. Ben, le plomb et l'or, c'est des valeurs refuges parce qu'ils résistent aux radiations nucléaires. Mais franchement, il n'y a plus rien d'humain dans leur monde. Il n'y a rien d'humain dans le monde. Les hommes, les femmes peuvent s'entretuer pourvu que la finance vive. Nous avons vu dans les jours qui ont suivi la déclaration de guerre de Poutine et la décision de plusieurs pays de s'engager en décidant d'investir dans l'armement, et notamment l'Allemagne, qui a fait un choix difficile, lui qui a toujours été un pays pacifiste. Eh bien, le groupe allemand spécialisé dans l'industrie de l'armement, le groupe Rheinmetall, a vu en quelques jours son action augmenter de 80%. 80%. Franchement, il y en a qui perdent rien pour spéculer. Il y a aussi en France des groupes pétroliers comme Total qui affichent des bénéfices records. 16 milliards de bénéfices pour l'année 2021 et qui en même temps se frottent les mains en voyant le prix du litre passer la barre des 2 €. Les actionnaires de Total vont recevoir
7 milliards d'euros de dividendes pour 2021 et son PDG, M. Pouyanné, lui perçoit un salaire de 4 millions d'euros par an. Mais il a fait un effort, parce qu'avant il touchait 6 millions d'euros et avec la pandémie, il a accepté de le baisser à 4. Faut pas se foutre de la gueule du monde quand même. Vous voyez, avec ce système capitaliste, ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Ce sont toujours les mêmes qui payent et qui perdent. À tel point qu'aujourd'hui, la station-service est désormais le seul endroit au monde où c'est celui qui tient le pistolet qui se fait braquer. Eh oui. Eh bien, la France des jours heureux, c'est celle qui sifflera la fin de la récréation, la fin de cette danse macabre. La France des jours heureux, c'est celle de la justice sociale, c'est celle qui mettra en place un plan spécial pour le pouvoir d'achat des Français et un plan qui s'attaquera aussi aux profiteurs de guerre. Voilà ce que je suis venu vous présenter ce soir. Oui, la France des jours heureux, c'est celle qui doit aujourd'hui proposer un plan spécial pour le pouvoir d'achat des Français, pour nos emplois, pour nos salaires, pour la reconquête de notre industrie, de notre souveraineté alimentaire et énergétique. C'est pourquoi le sommet de Versailles, qui réunit actuellement les 27 pays membres de l'Union européenne à Paris pendant 2 jours, est certainement un moment important. Un moment important où c'est l'occasion, bien sûr, d'afficher encore une fois l'unité, la détermination des 27 pays de l'Union européenne, non seulement à faire pression sur Poutine, mais aussi à dire, à rassurer les peuples d'Europe qu'il n'y a aucune volonté de notre part de s'engager dans l'engrenage de la guerre et de tout faire pour choisir la paix d'abord. Mais ça doit être aussi l'occasion de parler du pouvoir d'achat, de l'emploi, de ces factures qui commencent aujourd'hui à s'envoler. C'est pour cela que durant ces 2 jours, je demande que les 27 pays de l'Union européenne garantissent l'approvisionnement de nos pays en électricité, en gaz, en blé, en céréales. Les paysans russes et ukrainiens ne sont pas nos ennemis, au contraire. Il faut permettre d'alimenter l'ensemble des peuples d'Europe et leur permettre de vivre dignement. Car ce n'est pas au peuple, encore une fois, de se serrer la ceinture quand de grosses multinationales, elles, continuent de festoyer. Alors voilà ce que la France devrait mettre en œuvre sur le plan national, mais aussi à défendre à l'échelle européenne. Et d'abord, il y a une mesure de décence à mettre en œuvre tout de suite et qui aurait dû d'ailleurs s'imposer pendant la pandémie. Il ne doit pas y avoir un seul centime d'euro de dividendes versés aux actionnaires pendant l'année 2022. Pas un centime. L'injustice est déjà insupportable en période de paix. Alors imaginez en période de guerre. Ces grands groupes, ces multinationales françaises ont prévu de verser plus de 50 milliards d'euros de dividendes à leurs actionnaires sur l'année 2021. Eh bien, ces 50 milliards d'euros qu'ils sont en train de verser en ce moment, ces 50 milliards d'euros, avec moi, ils iront directement aux Français. Je taxerai à 100%, dès le mois de juin, la totalité des dividendes du CAC 40 pour redistribuer cet argent aux Français. On appellera ça Ah ben, je peux vous dire que ça va changer. Pour eux et pour vous. On appellera ça le dividende citoyen. 50 milliards d'euros rendus aux Français. C'est le ruissellement des dividendes. C'est ça qui va changer. Notre plan pour le pouvoir d'achat, c'est aussi d'exiger de nos entreprises, de ces entreprises, d'investir, ça paraît tellement de bon sens,
d'investir 100% de leurs bénéfices dans la baisse des factures des Français, dans l'augmentation des salaires, dans la relocalisation de l'industrie. C'est ça l'urgence. 100% des bénéfices doivent servir à la France et aux Français. C'est ce que nous demanderons. 137 milliards d'euros de bénéfices réalisés en 2021. Crédit agricole, les banques, comme le Crédit agricole. Je ne cite pas la BNP et la Société Générale parce que eux, je nationalise. Airbus, LVMH, Stellantis, Peugeot, tant d'autres. AXA, des activités de service aussi. Tout cela, comme les industriels, doivent augmenter les salaires. Ils doivent relocaliser en France les activités pour garantir notre souveraineté industrielle, pour développer des emplois en France tellement nous en aurons besoin. Il faut en finir de jouer avec les nerfs et avec la santé des Français. Stellantis, 13 milliards d'euros de bénéfices. 13 milliards d'euros de bénéfices. Il distribue quelques cacahuètes aux salariés sous forme de primes, des primes qui ne cotisent pas pour la retraite en plus. Eh bien moi, ce que je demande, c'est que ces 13 milliards d'euros servent à augmenter les salaires, servent à faire revenir en France l'usine qu'ils installent en Chine et servent à donner du travail à nos fonderies françaises qui sont en difficulté aujourd'hui. Face à la crise, face à la guerre, 100% des bénéfices des multinationales doivent servir l'emploi, le pouvoir d'achat, la relocalisation de l'industrie pour retrouver notre souveraineté. Oui, nous affichons clairement dans notre plan pour la France, dans notre programme des jours heureux, la volonté de reprendre le pouvoir sur nos outils de production. C'est comme ça qu'on redressera le pays. Oui, dans ce plan pour l'emploi et le pouvoir d'achat, nous voulons redonner du pouvoir aux salariés. C'est comme ça que nous ferons. Nous abrogerons la loi El Khomri, nous abrogerons les ordonnances Macron et nous redonnerons un droit d'intervention aux salariés dans les entreprises, dans les CE, y compris avec un droit de veto. Quand l'emploi est menacé, quand des productions sont délocalisées, quand la dignité humaine est attaquée, quand la planète est menacée. Faisons confiance aux salariés, ça n'a jamais été le problème, c'est toute la solution. Voilà, le programme des jours heureux, c'est vous redonner le pouvoir à vous. Oui, ce que nous voulons, c'est que face à cette guerre en Europe, nous voulons pleinement développer nos services publics, nos activités de service et surtout retrouver une industrie, une indépendance nationale au service des salariés, au service du pays, au service de notre souveraineté. Je n'ai pas peur d'utiliser ce mot, la souveraineté. La souveraineté, c'est de gauche aussi. Mettons-y tout le sens progressiste que nous pouvons porter à ce mot. Il faut lui redonner tout son sens. La souveraineté nationale, c'est nous permettre de retrouver notre indépendance en matière de politique de médicaments, en matière sanitaire, en matière industrielle. C'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le climat, c'est bon pour l'État. C'est ça notre combat pour la France. Tous ensemble, nous y arriverons. Et je vais finir le discours à l'intérieur. À tout à l'heure. Il n'y a pas besoin de faire des hologrammes ici, c'est en chair et en os. Il fallait que je revienne à l'intérieur pour parler de politique intérieure. C'est tout ce que je veux dire, n'y voyez pas de mal. Oui, retrouver notre industrie, retrouver notre souveraineté.
Parce que franchement, la droite, les libéraux, nous ont fait beaucoup de mal. Ils ont réussi à mettre la France sur le bon coin. Et ils ont signé ces dernières années des traités de libre-échange à tout va. Ils ont ouvert la France aux quatre vents. Ils ont transformé nos frontières en passoires pour toutes les marchandises et pour tous les capitaux. Ils ont mis les travailleurs français en concurrence avec d'autres et désindustrialisé le pays. Et aujourd'hui, les mêmes, ils reviennent la bouche en cœur. Il faut la souveraineté nationale. Non. Ils vont nous donner des leçons à nous, eux qui ont fait tout ça, eux qui ont déshabillé notre industrie. Eh bien nous, on le dit et on va le faire. Et les Français doivent avoir confiance en nous, parce que nous, ça fait 40 ans que nous le disons, qu'un pays sans industrie est un pays sans avenir. Ça fait 40 ans que nous disons qu'il faut produire en France, qu'il faut produire français. Souvenez-vous de Georges Marchais, dans les années 80, quand même, on peut retrouver les affiches. Là, il y a des traces. On a 40 ans d'avance sur eux. Oui. On a des traces, des affiches de Georges Marchais. Les journalistes peuvent aller les rechercher, je peux les remettre sur le site internet, c'est transparent. Franchement, on avait 40 ans d'avance sur eux. 40 ans. Et pendant ce temps-là, eux, ils ont théorisé pour du vrai. Ils ont appris à nos enfants à l'école, à Polytechnique, etc., qu'il était possible de bâtir une France sans usine. Ils ont théorisé cela. Et aujourd'hui, ils viennent nous dire on va réindustrialiser le pays. Je ne leur fais plus confiance. Je demande au monde du travail de nous faire confiance à nous. Nous qui le disons depuis tant d'années. Nous qui le vivons avec les salariés et leurs syndicats. Oui, nous allons réindustrialiser la France, nous. Nous allons nous battre pour le produire en France et pour produire français. Or, bien sûr, quand je dis ça, il y en a encore à gauche qui vont être choqués parce que je parle de France, parce que je parle de français. Eh bien, j'assume. Ma gauche, à moi, elle aime les ouvriers, elle aime les usines, elle aime le drapeau rouge et le drapeau tricolore. Ouais, ma France, à moi, elle chante l'Internationale et la Marseillaise. C'est Coco et Cocorico. Et hop là. Comme ça, c'est fait. Ça, c'était pas écrit. Notre plan pour le pouvoir d'achat, c'est bien sûr notre plan pour le pouvoir d'achat. On ne peut pas parler de pouvoir d'achat et de salaire sans créer des emplois. Sans créer des emplois et sans réindustrialiser le pays. C'est pour ça que nous voulons et que nous parlons de souveraineté énergétique et de souveraineté alimentaire. Et en ce moment, et dans cette période difficile, de crise grave, nous avons besoin de sécuriser les approvisionnements de notre pays et de garantir des prix fixes. La guerre en Europe, aux portes de l'Europe, avec les lois du marché, avec les spéculateurs de tout poil, eh bien cette guerre, à cause d'eux, elle se retrouve aussi dans notre porte-monnaie. C'est ça, la réalité. Alors, voilà moi ce que je dirais aux chefs d'État réunis à Versailles. Voilà ce que je ferai, moi, le 25 avril, quand je présiderai l'Union européenne et que je parlerai à l'ensemble des 27 chefs d'État de l'Union européenne. Et certainement, qu'en leur parlant des problèmes des Français, ça résonnera en eux. Et eux aussi penseront aux problèmes que vivent aujourd'hui les travailleurs espagnols, italiens, polonais, portugais, qui sont tous dans d'horribles difficultés. Aujourd'hui en France, ils comprendront quand je leur expliquerai qu'aujourd'hui en France, à la campagne, il y a des stations-service où le prix du litre d'essence est à 2,20 € et où pour faire le plein d'une 206 Peugeot qui a 50 litres, ça vous coûte 110 €. C'est quasiment 10% d'un SMIC.
Vous vous rendez compte aujourd'hui? Et ils nous promettent, ils nous disent que ça pourrait monter à 3 € le litre. L'essence va devenir un produit de luxe si ça continue. On va avoir des jerrycans siglés LVMH. Non, mais... on en rirait presque si ce n'était pas terrible. Les prix du gaz, les prix de l'essence avaient déjà beaucoup augmenté avant la guerre en Ukraine. Alors, il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, on mette tout sur le dos de la guerre non plus. Bien sûr que ça augmente, mais oui. Bien sûr qu'il y a une crise, mais ça va quand même. Ce serait trop facile de tout mettre sur le dos de la guerre. Mais il y a un vrai sujet. Un vrai sujet et une tension qui ne cesse d'augmenter sur les prix à cause de ces problèmes d'approvisionnement. Toutes les économies européennes sont concernées. Alors je veux que la France mène cette bataille auprès des pays de l'Union européenne. Et c'est aux États de reprendre la main sur l'approvisionnement et sur la tarification des matières premières, et notamment ceux de l'énergie et des céréales. Ne laissons plus le marché décider. C'est aux États de le faire et de reprendre la main sur l'économie. C'était possible avant Maastricht, c'était possible avant le traité de Lisbonne. Bien sûr, ce que nous vivons aujourd'hui nous conforte dans ce que nous disons depuis des mois, depuis 1 an maintenant et même avant, dans le choix d'investir dans une grande entreprise publique du gaz et de l'électricité que nous voulons reconstruire. Et cela nous conforte dans le choix d'investir et dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables. Nous avons besoin des deux et nous investirons dans les deux. Parce que notre objectif, c'est bien sûr de retrouver notre indépendance, mais c'est aussi de sortir des énergies fossiles. Nous voulons, nous, atteindre les objectifs climatiques de la France. C'est pour cela que nous voulons investir dans le nucléaire. Nous voulons une France forte qui ne doit pas dépendre jamais ni du vent, ni du soleil, ni d'autres pays pour faire tourner ses usines, ses hôpitaux et chauffer nos écoles. C'est pour cela que nous voulons retrouver notre pleine souveraineté énergétique. Alors, il y a la question du gaz que nous ne produisons pas. Et nous sommes dépendants à hauteur de 17%. Certains demandent aujourd'hui un embargo sur le gaz russe. Nous serions, nous, moins impactés que d'autres pays. Mais même si tout le monde cherche le moyen de faire pression le plus efficacement possible contre les oligarques et contre Poutine, il faut réfléchir aux conséquences qu'une telle décision pourrait avoir pour les peuples d'Europe, mais surtout pour les peuples d'Europe du Nord. Je pense à l'Allemagne, je pense à l'Autriche. Ils sont dépendants, l'Autriche notamment, à quasi 100% du gaz russe. Alors oui, je le dis ce soir, mettre un embargo sur le gaz russe, c'est irresponsable. C'est punir aussi ces familles d'Europe du Nord. La guerre ne doit pas être économique pour eux non plus. Au contraire, à Versailles, je demande à l'ensemble des chefs d'État de l'Union européenne de tout faire pour sécuriser l'approvisionnement de l'Europe en gaz, de garantir aussi la stabilité des prix avec des contrats à long terme, comme ça se faisait avant Maastricht, de garantir des prix sur plusieurs années. C'est aussi important pour nos entreprises. Ça peut se décider à 27. Ils sont tous unis pour être solidaires de l'Ukraine, qu'ils soient tous unis pour être solidaires des peuples d'Europe et sécuriser les approvisionnements en gaz et en pétrole. Notre plan pour protéger le pouvoir d'achat, c'est de mener ainsi une action commune avec les pays de l'Union européenne, de décider ensemble de sortir le gaz du marché de la concurrence, comme c'était avant. Il faut revenir à des contrats de long terme, sécurisés sur plusieurs années, établis directement entre les producteurs de gaz et les pays ou leurs entreprises nationales. Si l'union des nations existe aujourd'hui pour s'opposer à Poutine, nous devons construire aussi l'union des nations
pour sécuriser les approvisionnements de nos pays en pétrole, en gaz, avec des tarifs fixes et garantis. Voilà à quoi doit servir l'Union européenne. Une Union européenne au service des peuples et non pas au service de la finance. Et nous vivons la même chose concernant le blé et les céréales. Le plan pour le pouvoir d'achat que je propose et que je présente ce soir, c'est aussi de garantir des prix fixes pour les céréales, pour l'alimentation de nos concitoyens, mais aussi pour garantir l'alimentation de nos élevages français. La crise du gaz, les millions de tonnes de blé bloquées en Russie et en Ukraine, tout cela crée une crise sans précédent. Les prix des denrées alimentaires à base de blé s'envolent, mais aussi ceux des engrais et de l'alimentation pour le bétail. Quand je parlais il y a quelques semaines encore, au début de l'année, qu'il était important de soutenir nos filières d'élevage, de soutenir nos agriculteurs, de garantir les prix, de les sécuriser pour permettre à tout le monde de manger de la viande, de manger à sa faim, de manger sain. Tout ce qu'on m'a dit et tous les soutiens que j'ai reçus aussi. Mais on voit aujourd'hui que c'est le cœur du sujet, toujours. Le sujet est sérieux et nous avons l'impérieuse nécessité d'agir. C'est pourquoi je demande la tenue d'une conférence internationale pour sécuriser les prix des céréales en mobilisant la FAO, l'Organisation internationale pour l'alimentation, avec l'ONU, réunissant les exportateurs de céréales et les pays en extrême fragilité qui en ont besoin, notamment les pays d'Afrique et du Moyen-Orient, qui craignent pour eux, qui ont peur d'une famine. Si les prix sont en train d'augmenter aujourd'hui, c'est surtout parce que la bourse s'affole. Eh bien, je demande à ce que les cours de bourse soient bloqués. Le cours du blé se joue à Chicago. Que fait Joe Biden pour demander à la finance de bloquer le cours du blé à la bourse de Chicago? Si c'est notre allié, qu'il agisse pour sauver l'alimentation des peuples d'Europe et d'Afrique. Il faut bloquer les cotations sur les céréales, il faut sécuriser les prix de ces produits alimentaires essentiels et les sortir des mains des spéculateurs. Comme on dit à nos enfants, on ne joue pas avec les aliments. Eh bien, on ne joue pas avec les aliments à la bourse non plus. J'ai d'ailleurs demandé aussi au président de la République de tenir une conférence sur l'alimentation au plus vite. S'il ne le fait pas, je le ferai, mais c'est maintenant que ça urge. Une conférence sur l'alimentation réunissant là aussi les producteurs de blé, les exportateurs, les céréaliers, les agriculteurs et la grande distribution pour trouver le moyen de bloquer les prix tout en garantissant un bon salaire à nos paysans, à nos agriculteurs. Et je vous propose ici à Paris, ce serait énorme que l'on salue la campagne française et l'ensemble de nos agriculteurs qui ont besoin de notre soutien. Ils vont vous entendre. Nous aimons la terre. Et nous aimons les hommes et les femmes qui travaillent la terre. Je propose aussi la possibilité, je le dis en plus avec force ce soir, j'ai appris qu'il y avait 14 millions de tonnes de céréales qui étaient bloquées en Russie et en Ukraine. Bloquées par la guerre, bloquées par le blocus maritime qui s'établit autour de cette zone. Eh bien, il faut tout faire dans les discussions que nous avons avec Poutine, tout faire pour rendre possible la sortie de ces millions de tonnes de blé qui est destiné à l'exportation, faire en sorte qu'ils puissent nourrir les pays d'Afrique du Nord, les pays du Moyen-Orient. Nous sommes en train de négocier des couloirs humanitaires. Je propose de négocier des couloirs alimentaires pour permettre au peuple de se nourrir tout simplement. C'est une question de survie pour quelques mois pour les peuples d'Afrique. Vous le voyez, si cette guerre frappe aujourd'hui le porte-monnaie des Français,
comme celui de beaucoup de pays, il est possible de trouver des solutions, en tout cas d'y travailler, notamment en reprenant le contrôle sur l'économie. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il faut relire l'histoire, comme au lendemain d'ailleurs de cette guerre, les États avaient décidé de frapper fort à cette époque, en investissant, en reprenant le contrôle de l'industrie, en faisant tourner la machine à billets, en endettant les pays, en faisant participer les plus riches aussi. Le président Roosevelt, en 1941, en pleine guerre, a décidé de porter l'impôt sur le revenu et la tranche des plus riches à 90%. 90%, ils ont été taxés. Bravo Roosevelt. Et nous, on ne fait rien. Nous, on ne fait rien. Nous, on continue. 5 ans de cadeaux et on serait prêt à continuer. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas admettre ça un seul instant. Nous voulons de la justice sociale, de la justice fiscale et de la solidarité pour tous les Français. Nous allons reprendre le pouvoir à la finance. Nous allons arrêter les cadeaux aux plus riches et nous allons nous attaquer aux profiteurs de guerre. Alors oui, nous allons demander aux plus riches, au capital, de participer à l'effort. Je triplerai l'impôt de solidarité sur la fortune pour demander aux 358 000 familles les plus riches, au patrimoine de 1 000 milliards d'euros, de bien vouloir en donner 10. D'ailleurs, en fonction de la guerre, on verra s'il ne faut pas augmenter cet effort, parce que franchement, je trouve qu'on est léger. Mais on s'auto-interdit nous-mêmes. On se dit que ce n'est pas possible, parce qu'ils pourraient quitter le pays. Eh bien, qu'ils viennent dire ici qu'en période de guerre, ils oseraient quitter le pays pour aller s'installer en Suisse. Qu'ils viennent le dire. Honte, honte à eux. Ce ne sont pas des patriotes. Oui, de la même manière, je taxerai 100% des dividendes des multinationales pendant 2 ans pour faire face à cette crise. Et je mettrai en place le prélèvement à la source des bénéfices des multinationales pour qu'il n'y ait pas un copec qui parte dans les paradis fiscaux. Je demanderai aussi de mettre fin à toutes les niches fiscales qui coûtent cher à la nation et qui, franchement, en période de guerre, n'ont aucune utilité, si ce n'est de faire d'énormes plus-values boursières. Et puis, bien sûr, nous continuerons d'accorder des aides publiques aux entreprises, mais ces aides publiques seront forcément conditionnées à la relocalisation de l'activité, conditionnées à l'augmentation des salaires, à l'égalité salariale femmes-hommes, à la protection de l'environnement. Bien sûr, dans ce plan pour le pouvoir d'achat, on voit combien il est nécessaire, utile, important de nationaliser tout de suite 2 grandes banques et la compagnie d'assurance AXA pour retrouver les moyens d'agir sur l'économie et aider nos entreprises. Et enfin, nous mettrons en place une véritable taxe Tobin sur la spéculation, sur le trading haute fréquence, pour les empêcher, ces spéculateurs, de gagner de l'argent en bourse, pendant que nous subissons les effets de la guerre. Nous sommes d'accord pour dire qu'en période de crise, il y a un effort à faire. Mais ce que nous disons, nous, c'est que les efforts, ce n'est plus à nous de les faire. C'est à eux, les super riches, le capital, les multinationales. C'est eux maintenant qui vont faire les efforts. Et c'est avec toutes ces mesures que je viens de vous lister, entre autres, que nous réussirons dès le budget 2023 d'augmenter les comptes de la nation, le budget de la nation de 120 milliards d'euros. Voilà le niveau où nous voulons porter l'effort. C'est cette même ambition que le Conseil national de la résistance a portée au lendemain de la guerre pour reconstruire le pays. Eh bien aujourd'hui, nous devons avoir la même ambition, celle de la reconstruction, celle de la protection, celle de la réparation, et avec un objectif en tête, penser à nos enfants, à nos petits-enfants, pour leur livrer le plus beau pays, avec des services publics qui fonctionnent, et un avenir pour chacun et chacune d'entre eux.
La France des jours heureux, c'est celle-là, celle de la paix, du travail et de la protection sociale. C'est celle de la bonne paye et de bonnes retraites. Il faut quand même en parler, d'autant plus que c'est venu dans l'actualité. La France ne serait rien sans ses salariés de la première, de la deuxième, de la troisième ligne, celles et ceux que l'on a applaudis, que l'on a dit qu'ils sont essentiels et qu'aujourd'hui on pourrait si vite oublier, qui sont si mal récompensés. Cette France du travail, le président de la République en parle dans sa lettre. J'ai pris la peine de la lire, mais vraiment la peine, c'est le bon mot. Parce qu'il dit dedans, il faut, j'ouvre les guillemets, travailler plus, fermer les guillemets, travailler plus. Avec ce sous-entendu méprisant, en utilisant ces deux mots, qui consiste à dire en creux que vous êtes une bande de feignants. Vous ne travaillez pas assez. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui aimeraient travailler. La réalité, c'est qu'il y a 6 millions de privés d'emploi qui ne demandent rien d'autre que de pouvoir travailler et d'avoir un salaire qui leur permette de vivre de leur travail. C'est ça qu'il y a derrière. Alors, que l'on commence par redonner toute sa valeur au travail en permettant à chaque travailleur, à chaque travailleuse de pouvoir vivre dignement de son travail. Et pas que vivre, avoir des loisirs, pouvoir sortir, s'amuser, s'éclater, élever ses enfants, prendre du plaisir. C'est pour ça que je dis que le plaisir, c'est de gauche. Ouais, dites-le autour de vous. On a le droit au loisir, on a le droit au plaisir. J'ai même dit que jouir, c'était de gauche, mais là, je ne pourrais pas disserter ce soir. Je pourrais le faire à un autre moment. Mais c'est vrai, le plaisir, le respect des corps, le respect des êtres humains, s'aimer, quels que soient nos sexes, se respecter, c'est nous aussi ça, c'est nos valeurs. Alors oui, jouir, c'est de gauche. C'est la France des jours heureux. Bien sûr, c'est la France des salaires revalorisés. C'est pour ça que les premières mesures que nous mettrons en œuvre, c'est d'augmenter le SMIC en le portant à 1 923 € brut pour que ça fasse 1 500 € net et une conférence générale des salaires pour que tous les salaires augmentent en même temps et dans le même mouvement. C'est bien sûr d'augmenter les retraites et de les porter à 1 200 € net, de rétablir la demi-part fiscale pour les veuves et les veufs, de baisser la CSG. Après 40 années de travail, c'est la moindre des choses que la France vous doit. Et je ne serai pas de ceux qui négocient avec ça. Il s'agit pour nos retraités de fierté, de dignité, de pouvoir profiter de la vie après une vie de labeur et de travail. La retraite, ça ne doit pas être un privilège de riches. Tout le monde cotise, tout le monde doit pouvoir en bénéficier. Point à la ligne. Ce matin, le candidat Macron annonce en exclusivité mondiale dans un quotidien économique qu'il veut la retraite à 65 ans. Franchement, il faut lui dire à ses chargés de communication que s'il voulait faire le buzz, c'eût été qu'il annonce une bonne nouvelle. Ça nous aurait changé. C'est malheureusement pas le cas, et avec lui, il nous promet, bien sûr, des réformes difficiles, malheureuses, douloureuses pour les travailleurs, pour la jeunesse, pour les retraités. Il n'y a pas de réforme heureuse dans le projet de Macron, sauf pour les riches, bien sûr. Pour eux, le bal va continuer. Avec nous, c'est clair, il n'y a pas d'ambiguïté. Oui, nous proposons la retraite à 60 ans comme une grande mesure de progrès social, comme une grande mesure permettant d'offrir à des centaines de milliers de jeunes de pouvoir travailler, d'être formés par les anciens, d'avoir une place dans une entreprise, dans un service public, dans une société de services. C'est une mesure de progrès social pour tous les emplois que ça peut créer. C'est une mesure de progrès social pour ceux qui sont directement concernés. On me dit,
La retraite à 60 ans, c'est cher. Mais d'habitude, je dis ce qui coûte cher. Mais là, je vais parler de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui manque. Quand on veut véritablement faire vivre une sécurité sociale qui garantit la retraite à 60 ans. Ce qui coûte cher, d'abord, c'est le chômage. C'est ça qui plombe les comptes de la sécurité sociale. 2 millions d'emplois créés, sur 5 ans, c'est 140 milliards de cotisations sociales qui rentrent à la Sécu. Voilà, ça c'est carré. Se battre pour l'égalité salariale femmes-hommes et la garantir au bout d'1 an, c'est 5 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses de la Sécu. Et enfin, tout le monde doit cotiser. Tout le monde doit cotiser. Nous, les salariés, on cotise. Les patrons, on cotise. Mais les revenus financiers, ils ne cotisent pas, eux. Eh bien, leur appliquer une taxe de 10%, comme sur nos salaires, c'est 30 milliards d'euros qui rentrent dans les caisses de la sécurité sociale tous les ans. L'argent, on ira le chercher là où il est. La France des jours heureux, celle que nous voulons, c'est aussi la France des vieux jours heureux. Et je pense à nos aînés. Une France qui ne livrera plus nos anciens à ces EHPAD privés, à but lucratif, gérés par des fonds de pension canadiens qui servent à payer leur retraite parce qu'ils n'ont pas de sécu là-bas. Alors que les Canadiens créent la sécurité sociale et qu'ils ne viennent pas faire les poches de nos retraités français. Voilà. Dans notre projet, nous ne ferons plus de la dépendance une source de profit et de dividendes. Je mettrai sous tutelle immédiate les EHPAD où des cas de maltraitance sont constatés, avérés, et je créerai un grand service public des seniors avec un ministère dédié pour garantir à chacun respect, dignité et humanité. C'est pour cela que nous créerons, que nous embaucherons, que nous formerons des personnels dédiés. Et il y a besoin d'au moins 100 000 aides à domicile, de soignants dans les EHPAD. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait un salarié à côté de chaque personne hospitalisée dans un EHPAD. 1 pour 1. Ça doit être ça la règle. La dignité dans notre projet, c'est de créer un revenu d'existence et d'autonomie pour chaque personne en situation de handicap, afin que nous ayons tous le même droit à une vie digne. Et nous individualiserons l'allocation adulte handicapé avec cette belle loi portée par Marie-Georges Buffet. Et à ce moment où je parle de dignité et de tous ces services publics dont nous avons besoin, je voudrais vous rendre hommage et saluer tous les agents des services publics français, de nos collectivités, de l'État, de la fonction publique hospitalière. Vous êtes tellement précieux, les enseignants, les infirmières, les éducateurs, les magistrats, les cheminots, les postiers, les douaniers. Allez-y, faites-vous entendre. C'est pour vous. C'est vous la force de la France. C'est grâce à vous que l'on fait vivre et respecter l'égalité des citoyens et des citoyennes. Oui, vous êtes précieux, vous êtes essentiels et vous avez été tellement maltraités. Oui, nous créerons 500 000 emplois en 5 ans dans les différentes fonctions publiques et nous augmenterons tout de suite de 30% le point d'indice des fonctionnaires et nous abrogerons la loi des 1607 heures. Nous voulons placer la France de l'égalité au cœur de toutes nos décisions, car l'égalité est la condition du bonheur. L'égalité sociale, bien sûr, j'en ai parlé longuement avec les salaires, les retraites. L'égalité des salaires entre les femmes et les hommes, j'en ai parlé. Mais c'est aussi par une lutte résolue
contre toutes les formes de discrimination, contre le racisme, contre l'antisémitisme, l'homophobie qui font si mal à notre République, mais surtout à nos jeunes, aux hommes et aux femmes qui subissent toutes ces discriminations insupportables dans notre République. Alors, ces combats, je veux les mener avec vous. Je veux les mettre au cœur de la France des jours heureux. Je veux que nous les portions tous ensemble. Ils ne sont pas l'affaire de quelques-uns, ils sont l'affaire de tous. C'est pour ça que nous voulons une République pleinement universaliste. Universaliste parce que ça nous concerne tous, d'où que nous venions, quelle que soit notre couleur, notre religion, quel que soit notre sexe, notre religion. C'est tous ensemble, tous unis, que nous ferons vivre l'égalité pour toutes et pour tous. Et d'ailleurs, en disant ça, je vous le dis, j'en peux plus, moi. J'en peux plus de ces gens de droite, comme de gauche parfois, qui ne voient l'autre qu'au travers de sa couleur, de sa peau. Je n'en peux plus de ces responsables politiques qui ciblent particulièrement et à chaque fois les musulmans et fracturent notre société en tirant un trait d'égalité entre étrangers, musulmans et terroristes. C'est honteux. Ça fait tellement de mal à notre société. Et je n'en peux plus aussi de ces assignations identitaires permanentes. Oui, on ne nous voit qu'à travers la couleur de notre peau, au point que certains, je l'ai entendu, je ne la citerai pas, qui théorisent même que si on est blanc, on est forcément raciste, du Ku Klux Klan. Enfin, mais où tombe-t-on? Enfin, le problème du Ku Klux Klan, c'est pas qu'il est blanc, c'est qu'il est raciste. C'est ça le problème. Non, quand on est blanc, on n'est pas forcément raciste. Non, quand on travaille à Charlie Hebdo, on n'est pas islamophobe. Notre projet, c'est un projet d'émancipation humaine. C'est l'égalité des citoyens libérés de toute forme d'exploitation et de domination. C'est une république sociale, laïque, féministe, universaliste, celle qui garantit aussi l'art, la culture et la liberté d'expression qui nous est si chère en France. Mes chers amis, nous sommes maintenant dans cette fameuse dernière ligne gauche. J'arrive pas à le dire. C'est la dernière ligne gauche. Et on va aller tout droit. 30 jours nous séparent du premier tour. 30 jours. J'aimerais que l'on prenne conscience qu'à cette heure, c'est une nouvelle campagne qui démarre. Une nouvelle campagne où tout peut commencer et tout peut arriver. Regardez déjà le chemin parcouru. Il est énorme. Qui aurait signé il y a un an que nous serions près de 5000 ici, à Paris? C'est énorme ce que nous avons fait. Nous avons déplacé des montagnes. Nous sommes nombreux, rassemblés, unis dans notre diversité. Nous nous respectons les uns et les autres. Il n'y a chez nous ni sectarisme, ni hégémonisme. Une seule volonté, celle de travailler ensemble au service du progrès social, de la justice et de l'émancipation humaine. Que de chemins parcourus. Mais nous en avons au moins autant à parcourir, si ce n'est plus. Nous avons parcouru beaucoup de chemins, mais il va falloir aller plus loin, et d'ici le 10 avril, chaque jour va compter. C'est maintenant qu'il faut tout donner. Bien sûr, dans ces 30 derniers jours, vous allez jouer un rôle important, majeur. Il y a un camarade qui m'a dit au meeting au Havre, au moment de monter en scène, il me dit « Vas-y Fabien, et j'espère que tu vas faire un bon score le 10 avril. » Ah, je dis « Ouais, moi je vais faire tout ce que je peux, mais toi, tu vas faire quoi, toi ?» Moi, je vais le faire. Jusqu'au 10 avril, je ne lâcherai rien. Je continuerai. Je travaillerai nos propositions. Je
les adapterai à la situation que nous vivons. Nous travaillerons ensemble, nous réunirons ce Conseil national pour la République, nous parlerons ensemble dans notre diversité. Mais tout doit être fait pour nous démultiplier d'ici le 10 avril. Notre force à nous, c'est notre nombre, c'est notre force, c'est notre force, c'est notre incroyable générosité, notre union, notre cœur, notre esprit de rassemblement. Tout ça, c'est notre force. Mais il va falloir aller plus loin. De deux choses l'une dans les 30 jours qui nous séparent du 10 avril. Ça va être difficile parce que, avec la guerre qui occupe beaucoup l'actualité, et avec un président de la République qui refuse le débat, nous risquons d'avoir une campagne sous morphine et que les Français n'aient pas véritablement le choix entre les différents programmes. Et donc l'enjeu, ça va être ça. Ça va être de faire connaître ce programme, de le populariser, de faire connaître y compris ma candidature. Je suis un des candidats peut-être le moins connu et qui gagne à être connu entre nous. Et donc, mais je n'ai pas 2-3 campagnes dans le dos. Je n'ai pas 2-3 campagnes dans le dos. J'en ai peut-être autant devant, mais ils ne sont pas derrière moi, les mêmes. Alors, il faut nous démultiplier, forcément, pour continuer de bousculer cette élection. De deux choses l'une. Où nous arrivons à déjouer les scénarios, les sondages. Il se passe un choc dans l'électorat populaire, dans le monde du travail, et une prise de conscience chez les abstentionnistes, chez ceux qui hésitent à voter, même parfois à l'extrême droite, parce qu'ils sont en colère mais qui se trompent de colère. Il y a un sursaut et ils décident de voter massivement pour la France des jours heureux, et nous sommes au second tour. C'est un événement, et imaginez l'événement. Certains diront, c'est un coup de tonnerre. Comme je l'ai dit, pour nous, ce sera un coin de ciel bleu pour la jeunesse, pour les retraités, pour le monde du travail et de la création. Il faut avoir cet espoir en nous, sinon nous n'y croyons pas nous-mêmes. Y croire, c'est y aller pour gagner. Ne prenez pas de vacances entre le 10 et le 24 avril, on ne sait jamais. Je pourrais avoir besoin de vous. L'autre scénario, c'est que pour un tas de raisons, nous n'y arrivons pas. Et nous restons au bord de ce second tour. Eh bien alors, je vous le dis, il faut convaincre un maximum de gens à voter pour notre candidature. Parce que si nous n'accédons pas au second tour, mais que nous devenions la première force à gauche, imaginez l'espoir pour le monde du travail, imaginez l'espoir pour l'ensemble des Républicains, imaginez l'espoir pour l'ensemble de la gauche, imaginez ce rapport de force que nous allons pouvoir construire toutes ces années dans les luttes, dans la rue, dans les entreprises, dans les services publics, avec ce rapport de force que nous serons prêts à construire si nous faisons le meilleur score. C'est ça l'enjeu, c'est où gagner, où réussir à passer la barre qu'on a mis la plus haute possible ou arriver juste en dessus. C'est ça, j'arrive même pas à dire en dessous, je dis en dessus. Il faut réussir ou à passer la barre ou arriver juste en dessous. Parce que si nous avons cette ambition-là, nous serons le plus haut possible. Et nous nous donnerons de la force pour nos idées, pour nos combats, pour nos propositions, mais surtout nous donnerons de la force tout de suite pour remporter les élections législatives et faire élire un maximum de députés. Et je le dis à l'ensemble des forces de gauche, à l'ensemble des militants de gauche, à l'ensemble des électeurs de gauche, l'enjeu autour de notre candidature, c'est de nous donner le meilleur résultat, parce que nous voulons sincèrement remporter les élections aux élections législatives, et nous voulons créer les rassemblements les plus larges, avec tout le monde, sans sectarisme, sans hégémonisme. C'est ça notre projet.
Notre force, nous la mettrons à disposition de tous. Alors oui, unissons-nous, il faut y croire, garder l'espoir et dans les 30 jours qui viennent, gagner chacun son voisin, son ami, son cousin, sa fiancée, son amante. Il faut y aller, on va gagner. Vive la France, vive la République, vive les jours heureux.